Bonjour à tous, il y avait deux terribles suspens ce matin au Bourget. Le premier, bien sûr, concernant les négociations sur le climat et le second sur le palmarès du prix Cleantech République 2015. Alors, je n'ai pas de tuyaux sur les négociations climatiques, mais en revanche, j'ai la chance d'avoir à côté de moi les trois lauréats du prix Cleantech République 2015. Bonjour à tous. Trois lauréats et un grand témoin. François-Xavier Roussel, bonjour. Vous êtes directeur performance et innovation de la R&D d'EDF. Et donc vous êtes ici à double titre puisque EDF était un des partenaires majeurs de ce prix et vous étiez également représenté dans le jury. Donc nous allons découvrir ensemble ce palmarès, présenter ces innovations. Juste avant, je sais que votre groupe travaille depuis de nombreuses années avec les startups. Alors comment ça se passe justement cette démarche d'EDF avec les startups? Écoutez, bon, ça se passe bien. Hein, ça se passe bien. On a lancé ça il y a 4 ans. On a lancé ça. Alors, au début, c'est pas complètement évident hein, pour un groupe comme EDF, travailler avec des startups. On travaille, on a beaucoup de fournisseurs, mais c'est des grands fournisseurs. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on soit beaucoup plus dans cet écosystème de startups. Pourquoi ? Parce que le monde change. On parle de transition énergétique. On a COP21, c'est le bon moment pour en parler. Et ce qui est clair, c'est que cette transition énergétique, elle se fera bien sûr avec les grandes compagnies. On est un acteur majeur, on pense, de cette transition, mais aussi avec les startups, parce qu'on a besoin de cette compétence, on a besoin de cette énergie. Hein. Si on prend des domaines comme le domaine du digital qui va transformer l'ensemble de la société, d'ailleurs en général de la société, des sociétés, mais aussi des groupes comme les nôtres, c'est des domaines qui étaient un peu plus éloignés de nos activités normales. C'est des domaines dans lesquels il y a une dynamique absolument extraordinaire du côté des startups, et on a besoin de faire des choses avec eux. Et je pense qu'on peut aussi leur apporter beaucoup de choses. Voilà. Alors très concrètement, comment ça se passe? Je crois qu'il y a une cellule dédiée à cette activité. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, la relation grand groupe start-up, c'est compliqué. Il y a toujours le NIH, mais surtout, il y a une chose qui est qu'un grand groupe, par définition, c'est grand. Et une start-up, en général, c'est petit. Donc comment faire pour faire travailler un grand avec un petit et que le petit ne s'y perde pas? C'est mettre en place une équipe dédiée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé au sein de la recherche et développement, une équipe qualifiée d'Open Innovation et dont la mission est d'être en lien avec les startups et de les présenter aux lignes de métier avec, le cas échéant, l'appui de la R&D pour les aider dans leurs travaux. Avec des premiers résultats dès aujourd'hui? Oui, alors des résultats, bon, je vais faire un peu de quantitatif parce que on a vu quand même à peu près plus de 1500 startups en l'espace de 4 ans. Quoi. Clairement, on est à peu près en relation avec 300 startups par an. Hein. Et en termes de réalisation, bon, les champs sont extrêmement vastes, mais bon, comme illustration, ça va comme exemple, une société qui s'appelle Cornis, qui fait de l'inspection de pales éoliennes avec des systèmes de reconstitution d'image, une technologie qui était complètement en pointe dans ce domaine d'application par rapport à ce qui se faisait. Société qu'on a rencontrée il y a 3 ans, qu'on a mis d'abord en relation avec notre société française. Et qui maintenant travaille avec la société anglaise, donc elle est en train, et qu'on a aidé à s'implanter en Chine. Donc, vous voyez, tout un mouvement, ou dans d'autres domaines, question relation clientèle, une petite société qui s'appelle MyFeedback, hein, et qu'on utilise dans les enquêtes d'opinion pour suivre dans l'exécution des travaux, quelle est la réaction des riverains, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Donc qui nous aide aussi dans notre relation avec la société. Dernier point, c'est une démarche française, elle se fait aussi à l'international? Non, c'est une démarche internationale, hein, parce qu'on a des équipes aux États-Unis, en Chine. Très bien. Merci pour cette présentation de l'activité Open Innovation d'EDF. Un mot sur le second partenaire majeur de cette opération, de ce prix Cleantech République, Kikino Énergie, consortium européen qui accompagne notamment les startups de l'énergie. Malheureusement, les représentants français étaient retenus aujourd'hui en Suède, donc ils n'ont pas pu être avec nous sur ce plateau. Mais je vous incite à découvrir leurs activités, notamment sur Cleantech République. Il y a eu quelques contenus à ce sujet. Voilà pour les partenaires. On va sans plus attendre découvrir ce palmarès. Et pour débuter, une distinction qui m'est chère, puisqu'il s'agit du prix de la rédaction attribué à Naïo Technologies. Bonjour Gaëtan Sévrac. Bonjour. Félicitations de toute l'équipe de Cleantech République. Merci. Vous êtes donc cofondateur de Naïo Technologies, une société fondée en 2011, pas très loin de Toulouse si je ne me trompe pas. Et alors vous concevez et commercialisez des petits robots autonomes pour l'agriculture. Expliquez-nous ça. Alors, c'est des engins de désherbage mécanique pour les maraîchers, donc pour les producteurs de légumes. Le principe est très simple, il s'agit d'enlever les mauvaises herbes sans produits chimiques. Donc pour ça, on utilise des outils de binage, c'est le terme technique. Ça consiste à sarcler la terre, donc gratter en surface pour arracher, découper les mauvaises herbes.
Et l'outil existe depuis des années, des centaines d'années. Ce qu'on a rajouté, c'est la partie déplacement automatique de cet outil. Donc un petit robot, comme vous avez dit, qui est capable de détecter les rangées de cultures, de légumes, de les suivre et donc de désherber automatiquement l'ensemble d'une parcelle maraîchère. Qui sont vos clients aujourd'hui? Et puis concrètement, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux solutions historiques dont vous parliez? Alors nos clients aujourd'hui, principalement, c'est des maraîchers. La plupart, c'est des maraîchers qu'on dit diversifiés, c'est-à-dire sur des petites surfaces qui font une quinzaine ou une trentaine de légumes différents et qui vendent directement aux consommateurs via des marchés, des paniers, des systèmes de livraison. Et on a aussi quelques clients horticulteurs et pépiniéristes, mais la majorité sont des maraîchers. Et le gros avantage de cette solution par rapport aux techniques existantes de désherbage mécanique, c'est la diminution de la pénibilité du travail. C'est une tâche c'est une tâche qui est extrêmement pénible. Quand on doit désherber énormément de surface, ça prend beaucoup de temps et donc ça coûte cher. Et c'est des tâches qui étaient limitées de par leur pénibilité et de par leur temps nécessaire pour les réaliser. Très bien. François-Xavier Roussel, votre regard peut-être sur ce premier lauréat. Qu'est-ce qui est convaincant dans ce projet? Ce sont des applications qui sont de prime abord un tout petit peu éloignées de notre secteur. Bon, je crois que ça a bien séduit lors du jury. Tout à fait. Et moi, mon conseil, c'est comment développer des applications un peu plus proches des nôtres. Nous aussi, on bine pas énormément. Bon. En revanche, on tond, on élague, on fait des tas de choses. Et donc, je pense qu'il serait bien qu'on réfléchisse ensemble sur les points d'application qu'on pourrait trouver dans nos métiers. Bon, au-delà d'un rendez-vous avec François-Xavier Roussel, Gaëtan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2016? Je crois qu'il y a des déclinaisons qui sont prévues, c'est ça? Oui, alors pour 2016, on travaille sur du développement commercial, forcément, en France et à l'étranger, pour ce robot de désherbage mécanique existant, qui est dédié aux petits maraîchers. Et on développe aussi 2 autres produits, un peu plus gros pour les grandes cultures légumières, on appelle ça. Donc c'est du légume plus spécialisé qui va aller pour l'industrie ou des gros marchés de distribution. Et on travaille aussi sur un robot, pareil, de désherbage mécanique, mais à destination de la vigne, cette fois-ci. D'accord. Donc même type d'application, mais on change de marché et de culture. Bon, très bien. Bravo encore à toute votre équipe et bonne route pour la suite. Suite du palmarès à ma gauche avec le prix du jury. Et il s'agit donc de Deepkey. Bonjour. Alors, Deepkey est une start-up basée à Paris. Qui propose un logiciel pour détecter les économies d'énergie dans les bâtiments professionnels. Dites-moi, Emmanuel Blanchet, il y en a plusieurs des solutions de ce type. Alors, qu'est-ce que vous apportez par rapport à vos confrères? Il y en a plusieurs des solutions, mais a priori, la nôtre est très innovante puisqu'elle a été primée aujourd'hui. C'est pas la première fois. Donc voilà, on pense aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait de différent? La première chose, c'est qu'on va travailler uniquement sur des données existantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui proposent de rajouter des compteurs, d'aller faire des audits. Nous, on dit, attendez, vous avez déjà beaucoup de données. On va exploiter ces données au maximum. Et avec nos algorithmes de data analytics, on va venir détecter et cibler à l'échelle du parc les économies d'énergie. Donc, vous voyez, 3 particularités. Données existantes, on va dire analyse de données, data analytics. Et troisièmement, à l'échelle du parc. Voilà. L'objectif de Deepkey, c'est bien de faire passer d'un micro-projet ou de projet pilote à un projet dans lequel on va pouvoir détecter sur l'ensemble du parc des économies d'énergie. Donc pas de capteurs, hein, c'est important, mais plutôt quoi? Des factures, des éléments Exactement, on va travailler comptables. sur des factures, on va travailler sur des fichiers patrimoniaux, des fichiers d'équipement qui sont déjà dans les ordinateurs et disques durs de nos clients. Alors les capteurs, si on tombe sur un parc qui est intégralement instrumenté, on va s'en servir. Nous, on sait traiter ces données. C'est pas une phobie des capteurs. Mais non, pas du tout. Mais en l'occurrence, ce qu'on dit, c'est peut-être pas la peine d'investir aujourd'hui beaucoup d'argent quand vous êtes une chaîne de 500 magasins en France. On va d'abord travailler sur ce qu'on peut faire à partir de vos données. C'est moins cher pour les utilisateurs? Du coup, c'est beaucoup moins cher puisqu'on n'a effectivement pas cet investissement initial et on détecte déjà énormément de choses. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que dans ce qu'on détecte, on va détecter ce qui est détectable dans les données, puisque vous avez bien compris ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, on va détecter des choses essentiellement sur l'actif, sur la régulation, sur le comportement. Et donc, ça, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher. Et donc, en fait, on va détecter les économies les plus rentables. Avec des gros gisements d'économies. Exactement. Je vous associe particulièrement au commerce. Est-ce que c'est un petit peu trop restrictif? Est-ce que vous avez d'autres domaines d'application? Effectivement, on a des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'appétence à notre solution. Donc, il y a le retail, on dit les commerces, les réseaux d'agences bancaires, les réseaux d'assurance. Mais il y a aussi les foncières de bureaux avec lesquelles on travaille, il y a les grandes chaînes commerciales. Et puis on travaille également dans le logement social qui pour nous sont des multisites de bâtiments
avec un client unique qui est un bailleur social. Et avec beaucoup de gisements. Ouais. François-Xavier Roussel, le sujet de l'efficacité énergétique. Alors là, on est au cœur des métiers d'un énergéticien comme les vôtres. Votre regard sur ce dossier? Écoutez, c'est un dossier qui est très intéressant. C'est très clairement, nous, dans les voies qu'on poursuit actuellement. Bon, on teste aussi d'autres solutions concurrentes, mais on était effectivement tout à fait séduit par votre approche. 2016, Emmanuel Blanchet, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Deepkey? De quoi sera fait 2016 pour vous? Alors, de quoi sera fait 2016? C'est pas facile, ça, pour une start-up. Mais par contre, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est on va essayer d'accélérer là, et on est parti pour le faire. Donc, premièrement, on a une levée de fonds qui est en train de se préparer, disons, on va dire premier semestre 2016, avec pour objectif le développement commercial en France et en Europe. Continuer à augmenter les partenariats, ça peut être avec EDF par exemple, ou avec d'autres grands groupes, notamment Engie également. On travaille également au développement de la R&D, c'est-à-dire que nous, secteur par secteur, on continue à améliorer, à développer nos modèles qui vont venir détecter nos économies à l'échelle du parc. Très bien, on vous souhaite évidemment bonne chance dans ces futurs développements et bravo encore à toute votre équipe pour cette distinction. L'heure est venue de découvrir le dernier trophée de cette 7e édition, le Grand Prix 2015, sur 37 candidats. C'est quand même pas rien. Et c'est donc la société Caros qui s'impose cette année. Bravo et bonjour Olivier Binet. Merci beaucoup, bonjour. Vous êtes le président de Caros, un service, une application mobile dédiée au covoiturage du quotidien. Est-ce que si je résume en disant que c'est un covoiturage domicile-travail, j'ai à peu près bon? Absolument. Trajet quotidien en général, mais évidemment en particulier domicile-travail qui est le gros de la masse de trajets qu'on réalise tous les jours. Alors, au risque de me répéter, comme pour Deepkey, il y a différents services de covoiturage déjà qui sont présents sur le marché. Qu'est-ce qui vous distingue de vos petits camarades? On pense à un service de covoiturage, Blablacar pour ne pas le nommer, qui se développe très rapidement sur les trajets de longue distance, en moyenne 330 km. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour capter tous les sièges libres qui sont disponibles dans les véhicules de conducteurs qui vont travailler le matin et qui repartent le soir. Dans 90% des cas, ils sont tout seuls dans leur véhicule. En Ile-de-France, on compte 40 millions de sièges libres qui réalisent un trajet tous les jours. Et donc, les solutions traditionnelles type site d'annonce, comme Blablacar ou d'autres, sont aujourd'hui pas forcément très adaptées pour ce type de trajet, puisque ça demande un peu d'organisation. Et ça crée, si on trouve quelqu'un pour covoiturer, un équipage rigide. Donc, ça manque de flexibilité. Alors, comment vous répondez à cet obstacle? Absolument. Donc, nous notre solution, en gros, c'est une application mobile qui est reliée à un moteur d'apprentissage statistique, d'intelligence artificielle, de big data, qui, en fait, plutôt que de vous demander d'annoncer vos trajets et de chercher les gens, va observer vos déplacements au fil des jours et va faire de la prédiction sur l'ensemble de vos déplacements. Donc, quand vous allez rouvrir l'application, comme sur l'application Facebook, vous avez l'actualité de vos amis, sur l'application Twitter, vous avez l'actualité des sujets qui vous intéressent. Chez Caros, vous avez l'actualité de votre mobilité. Tous les trajets entre maintenant et demain soir sont anticipés de manière très pertinente, avec automatiquement des opportunités de covoiturage qui correspondent exactement à votre trajet. Donc très concrètement, je suis chez moi le mercredi soir et on va me proposer un trajet que je risque de faire le jeudi matin, c'est ça? Tout à fait, vous allez rouvrir l'application, vous allez voir que demain matin, comme on est jeudi, comme on est le deuxième jeudi du mois d'ailleurs, vous allez partir probablement entre 7h30 et 7h55 de chez vous. On va connaître l'itinéraire, probablement parce que peut-être vous déposez votre enfant à la crèche, ou en tout cas on ne sait pas pourquoi, mais peu importe, vous passez par là. Et comme on fait le même travail pour tout le monde, on va automatiquement vous mettre en relation avec des gens qui peuvent covoiturer avec vous demain matin sur ce trajet. Bon, rassurez-moi, vous vous trompez parfois si vous n'êtes pas complètement omniscient. On se trompe dans 11% des cas actuellement, c'est-à-dire que le soir, à minuit, si on regarde ce qu'on avait prévu, notre réseau de transport est fiable à 89%, ce qui n'est pas si mal quand on compare aux autres réseaux de transport en commun. Une question sur le positionnement, je crois qu'il est très B2B, vous vous adressez principalement aux professionnels pour l'instant. Absolument. Le grand public n'est pas prêt pour ce type de solution? Pas vraiment, c'est pas le sujet. Le grand public est prêt, heureusement d'ailleurs, parce que ce sont nos utilisateurs. Oui, derrière des professionnels, il y a des particuliers. Exactement, mais ensuite, en termes de clients, effectivement, on travaille plutôt avec des entreprises, dans la mesure où, pour faire du covoiturage, il faut que les gens soient au même endroit au même moment. C'est tout simple. Et quand on a 1500 voitures qui arrivent tous les matins sur le même site et qui repartent tous les soirs du même site, on crée d'ores et déjà une masse critique d'entrée de jeu. Et ensuite, les sociétés ont un budget durable, ont un budget à allouer à la mobilité durable, clairement, puisque ça peut leur apporter beaucoup de choses en termes d'amélioration du quotidien de leurs salariés, réduction de leur empreinte carbone, augmentation de l'accessibilité de leur site. Donc c'est ces grands groupes-là que vous visez? On vise tous les groupes, aujourd'hui en France, de plus de 400.
qui souhaitent innover en termes de mobilité pour leurs salariés et de réduction de leur empreinte carbone. François-Xavier Roussel, je sais que le dossier là encore a été très très apprécié par les membres du jury. Pourquoi cette start-up Caros méritait de remporter le Grand Prix cette année? Parce qu'ils sont vraiment, c'est un thème nouveau. Là aussi, vous n'êtes pas la seule start-up. Il y en a d'autres. L'année dernière, il y avait l'occasion d'un concours. Il y a une société qui proposait la même chose. Moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est d'avoir cette démarche qui est centrée vers les entreprises. Ça me paraît complètement clair. Il y a une vraie valeur à trouver de ce côté-là. Deuxième chose, la petite discussion qu'on avait ce matin, ce qui me paraît très important, c'est qu'on puisse réassurer chacun que les données sont bien protégées et que vous ne les utilisez pas dans d'autres domaines. Parce que la tentation, évidemment, ce sera de se faire, maintenant qu'on sait exactement où nous allons tous les jours, de vendre toutes ces données aux marchands, etc. Et donc, si vous avez une promesse claire sur le sujet, je pense qu'il faut vraiment la mettre en avant. Olivier, sur ce point et sur les grandes étapes pour 2016. Alors pour 2016, l'objectif, c'est une levée de fonds courant aux alentours de cet été ou rentrée de septembre prochain pour accélérer notre développement commercial. Comme je l'ai dit, toutes les entreprises de plus de 400 personnes en France. Pour l'instant, centré sur la France en 2016, afin de créer un réseau de transport et idéalement aussi travailler avec des collectivités territoriales qui ont tout intérêt à développer des systèmes comme le nôtre, qui ressemblent un peu au transport à la demande qu'elles appellent de leur vœu. Pas forcément pour leurs salariés, pour aussi leurs administrés. Pour les administrés, qui, notamment dans toutes les zones où on est sur des densités de population plus faibles, où ça ne vaut clairement pas le coup d'investir dans des lignes de bus ou évidemment du tram ou du métro. La voiture est là pour prendre le relais de la mobilité partagée. Et juste un point sur cette question de la sécurité des données, c'est évidemment un sujet essentiel pour vous? Évidemment, on a eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Il est clairement exprimé dans nos CGU que l'information qui est récoltée, elle sert à faire du covoiturage et à rien d'autre. Ça fait partie de notre ligne de conduite et elle ne changera jamais, puisque notre objectif, c'est de faire du covoiturage et de réduire le nombre de véhicules sur la route. Le message est passé. Félicitations encore à vous, Olivier, et à toute l'équipe de Caros pour ce Grand Prix 2015. Le palmarès est complet. On va quand même profiter de vous avoir réunis tous les quatre ce matin pour un dernier tour de table. Peut-être en commençant avec Gaëtan. Il y a une quarantaine de sociétés, on l'a dit, qui ont participé à ce concours, qui regardent sans doute cette émission. Il y en a, je l'espère, beaucoup d'autres qui participeront l'an prochain. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur dans les cleantech, mais en entrepreneur tout court aussi, vous avez un petit conseil, une petite recette que vous appliquez au quotidien et que vous aimeriez transmettre à cette communauté d'entrepreneurs? Je pense que le plus important pour l'entrepreneur, c'est le client. C'est la base de tout. C'est qu'est-ce qu'on fait, pour qui et pourquoi on le fait. Donc rester proche du client et travailler dès le début, le plus tôt possible, aux côtés du client final. Vous m'avez dit que vos premiers modèles, vous les aviez limite bricolés un peu avec quelques rouleaux de scotch. Ça vous a permis de tester la solution? Oui, on a des prototypes en bois, en scotch, en carton qu'on garde maintenant en souvenir, mais qui nous ont réellement permis d'avancer. C'était des étapes efficaces, et même si pas très jolies et pas très fonctionnelles, mais vraiment efficaces pour avancer dans la bonne direction. On a vite fait de perdre la bonne direction par rapport aux attentes du client. Et rester proche, prototyper, tester, c'est vraiment très très important. Très bien. Emmanuel, pour Deepkey, un conseil pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain? Je réinsiste quand même sur le client. C'est vrai qu'en un an, c'est impressionnant la façon dont on a évolué au contact de nos clients. Deuxième petit point, c'est les partenariats. C'est vrai que ce soit avec des grands groupes, l'open innovation est en ce moment assez à la mode, mais tant mieux. Et aussi avec d'autres startups. Nous, on pense qu'on est une petite brique. On est une brique très pertinente, mais qui a besoin d'un monde aval et de travailler avec d'autres gens. Et donc ça pourrait être quel métier, par exemple, avec qui vous pourriez travailler? Vous parliez des compteurs tout à l'heure, vous parliez en aval, vous parliez de grands groupes comme EDF. On peut très bien travailler avec eux. On va évidemment pas les remplacer demain. Par contre, on a une brique qui, à mon avis, est assez innovante et qui peut leur apporter beaucoup. Olivier, même question, un petit conseil pour les entrepreneurs qui nous regarderaient? Je crois, en lien avec ce qui vient d'être dit, effectivement, au départ, il y a toujours une forme d'idée dans une start-up. En réalité, derrière, il y a surtout beaucoup de persévérance, beaucoup d'optimisme obligatoire. Tous les jours, il faut revenir travailler très très dur parce que cette idée, elle évolue au contact des clients, au contact des partenaires, au contact des utilisateurs. Et en fait, il faut en permanence remettre le cœur à l'ouvrage, tout simplement, et surtout ne rien lâcher. Bon, on retiendra ça. François-Xavier Roussel, peut-être un conseil d'un grand groupe aux entrepreneurs. Si on veut travailler un jour avec EDF, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous regardez dans un dossier au premier coup d'œil?
Parce qu'on regarde surtout, c'est la valeur créée pour le groupe. Hein. C'est donc quand vous dites, vous avez tout dit. Hein, c'est d'abord c'est le client. Donc l'idéal, c'est effectivement de savoir exactement ce que vous voulez proposer au groupe et après de trouver la bonne personne qui peut vous aider à circuler dans le groupe. Voilà. Merci François-Xavier pour cet éclairage. Merci pour votre présence en plateau. Merci aux 3 lauréats, évidemment. On ne manquera pas de vous applaudir à la fin de cette émission parce que quand même, vous êtes des heureux lauréats. Il faut le saluer. J'aurai un mot pour terminer pour l'ensemble des membres du jury qui ont encore une fois donné beaucoup de leur temps sur cette édition. Donc on les remercie. Merci aussi à nos fidèles partenaires EDF, Kikino Énergie, je l'ai dit, mais aussi BPI France, La Tribune et bien sûr les équipes de RID Exposition qui nous accueillent ici sur cette belle galerie des solutions de la COP. Merci à vous de nous avoir suivis. À l'année prochaine, bien sûr, et au revoir.